manchette aujourd'hui, un message pour les jeunes. Êtes-vous prêts pour l'aventure? Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 17 mai. Bulletin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare au pupitre. On débute par une nouvelle qui touche notre jeunesse. On leur demande à ces jeunes s'ils sont prêts pour l'aventure. En effet, le Comité régional pour la valorisation de l'éducation, le CREVAL, a fait le lancement la semaine dernière du programme Ton aventure. Ce projet permet aux jeunes de se lancer dans la lecture grâce à un site Internet et c'est pour la période estivale. C'est la 4e édition de ce projet qui permet aux jeunes lecteurs de choisir la destinée des acteurs de son livre numérique. Ce projet permet aux enfants de conserver leur acquis en lecture durant la période estivale. De nombreux prix seront remis à la fin de l'été parmi ceux et celles qui auront complété la lecture de tous les chapitres. CTRB a rencontré Elsa Poirier du CREVAL et Annie Gravel, l'auteur, qui évidemment nous parle de ce projet et qui pose la question aux jeunes, êtes-vous prêts pour l'aventure? On les écoute. Je suis en compagnie de Annie Gravel, autrice, on va prendre le terme aujourd'hui, mais aussi professeure en théâtre. C'est bien ça, Thérèse Martin? Oui. Et Elsa Poirier, agent de développement pour le CREVAL. OK. Donc, on a 2 personnes du CREVAL. Et la semaine dernière, il y a eu le lancement de la 4e édition, c'est bien ça, oui. Elsa, de Ton aventure. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, du concours de Ton aventure. Donc, en fait, le concours, c'est que du 4 mai au 31 août, les jeunes vont pouvoir aller lire des histoires sur le site web tonaventure.com. Puis, ils vont courir la chance de gagner des prix. OK. Et c'est quoi les prix? Est-ce que tu as une idée? On a une douzaine de lots. Donc, il y a des bourses de 500 $, 250 des caisses de la Naudière, Caisse des jardins de la Naudière. Il y a des sorties culturelles, sorties éducatives, beaucoup de jeux de société, de livres et bien plus. Bien sûr. On parle du CREVAL. Le CREVAL, le but, c'est encore là valoriser l'éducation, on pourrait dire résumer rapidement. Et ce projet-là se passe sur Internet, il faut quand même le dire, oui. Sur les Internets, comme dirait ma grand-mère. Et dans le fond, le principe, c'est qu'il y a des histoires, c'est ça, qui sont accessibles quand on va sur le site de CREVAL, qui sont par tranche d'âge, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Il y a une douzaine d'histoires dont vous êtes le héros. Donc, les jeunes peuvent décider de la direction qu'ils vont prendre à la fin d'un chapitre. OK. Donc, c'est vraiment... Tu t'en vas à l'aveugle. Tu choisis, comme on disait tantôt, on va en reparler avec Annie, mais tu me parlais de quand même 86 chapitres. Par l'histoire, ça représente 86 chapitres. C'est beaucoup d'écriture, là. On va revenir à toi. Mais pour terminer avec le CREVAL, vous avez commencé au début mai, vous le finissez en haut, parce que vous voulez que les jeunes, à partir du mois de mai, commencent à lire et ne perdent pas l'habitude pour le mois d'août. C'est ça vraiment le but de ce magnifique projet-là. Oui, c'est ça, en fait, de maintenir les habitudes de lecture. Puis, en fait, on veut aider à contrer la glissade de l'été, donc la perte d'acquis scolaire. C'est ça, exactement, parce que c'est prouvé, hein, que oui. Quand tu n'as plus de routine, quand tu te retrouves au mois de juin, puis tu finis l'école, oui, tu te prends un petit break, là. Disons que tu dis une semaine ou deux, on ne veut plus rien savoir, là, puis tout ça, mais l'importance de continuer de lire, entre autres, durant la période estivale, fait que rendu au mois de septembre, les professeurs sont capables de repartir vraiment, on pourrait dire la machine, surtout avec les 2 ans de pandémie qu'on a eu, oui. Que ça permet ça. Tout ça, c'est gratuit, il faut le spécifier. Oui. Là. Oui, c'est gratuit. Puis même les groupes peuvent participer, là, donc les enseignants, les intervenants, animateurs de camp de jour. Il y a même des prix pour les groupes aussi, là, donc les groupes qui commencent des histoires peuvent gagner dans le fond des certificats cadeaux de Hamster le papetier. Okay. Donc c'est vraiment et dans le fond, tu es éligible au prix si tu termines d'avoir fait les 30 chapitres. Les jeunes, mais les groupes peuvent seulement commencer l'histoire, ils sont automatiquement éligibles. OK. Puis aussi, en fait, tous les jeunes qui participent et groupes peuvent recevoir un certificat de persévérance. Ah, c'est super, OK. Madame Gravel, maintenant, c'est à vous. Tantôt, on en a parlé un petit peu en pré-entrevue. Il y a 3 groupes d'âge. On parlait de comme primaire, vraiment. C'est quoi les âges? C'est 6-9 ans.
OK. Après ça, on parle Ça, 9-12 ans, fin du primaire, puis après ça, 12 ans et plus. Qu'est-ce qui vous a, je dirais, passionné, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir participer à ce projet-là? Le défi. Oui, bien ça, oui. Ça représente un beau défi. Quand Mme Camille Ré m'a approchée, j'étais très heureuse. Mais surtout, moi, je connaissais la plateforme et tout projet, tout organisme là, qui favorise la lecture, qui stimule la lecture chez les jeunes, je prends ça à cœur. Okay, Donc, j'avais envie de m'impliquer de cette façon. De cette façon-là. Ouais. La difficulté, parce la que cette difficulté, c'est trouver les sujets. Elle est énorme. Oui. Mais c'est pas ça la difficulté majeure, mettons. Là. Oui, ça prend de la créativité, de l'imagination, mais c'est surtout, c'est une écriture qui est très... Il faut être très discipliné, très assidu, rien laisser au hasard, parce qu'évidemment, il doit y avoir une cohérence impeccable. Puis comme je vous disais, là, pour 30 chapitres pour l'enfant, ben, l'auteur, lui, doit en écrire 86, avec un souci du détail, tout ça. Donc ça a été un grand défi. Tantôt, Elsa, tu me parlais qu'il y avait 12 histoires. C'est parce que cette année, c'est 3 nouvelles. Donc, c'est 3 par année. Donc, est-ce que vous aviez regardé un petit peu qu'est-ce qui avait été fait avant pour vous inspirer ou vous avez vraiment dit, moi, je trouve mes idées puis je pense... J'ai lu un petit bout pour être sûre de la formule, en fait, parce que j'ai eu le schéma de narration qui était vraiment un graphique, donc qui est assez impressionnant, mais pour voir un peu le style puis le nombre de mots, tout ça. Mais non, j'ai pas voulu trop lire. J'aimais mieux partir avec vos idées. C'est ça. On peut-tu parler un petit peu des histoires sans dévoiler les fins possibles, parce qu'on comprend qu'il peut y avoir, il y en a beaucoup de fins possibles. Mais on parlait pour les plus jeunes, vous me parliez, c'était un peu fantastique, c'est ça? Oui, pour les plus petits, dans le fond, c'est une petite fille et son petit frère qui vont à la foire agricole à chaque année et qui sont lassés d'être là, qui s'ennuient et puis qui découvrent un labyrinthe de maïs géant qui est interdit au grand public. Donc, comme c'est interdit, ils décident d'y aller. C'est sûr. Et puis là, ils vont plonger dans ce labyrinthe-là, vont faire la rencontre de toutes sortes de personnages colorés, fantastiques. Ils vont vivre toutes sortes de choses, vont voyager, puis vont essayer de ressortir du labyrinthe. Ah, c'est bien. Le deuxième, on parlait d'une cabane. Dans le fond, une histoire de... Un petit peu de cabane. Dans le fond, c'est un groupe de jeunes qui se rencontrent la nuit en cachette dans leur cabane secrète dans la forêt pour refaire le monde, pour jaser, pour faire des plans. Et puis un soir, il y a une tempête de verglas et il y a des transformateurs électriques qui explosent, puis il y a le chien d'un personnage qui prend la fuite dans la forêt, dans la montagne. Et donc, ça s'appelle Nuit blanche parce que le personnage va passer la nuit à la recherche de son chien avec une autre personne et vont découvrir toutes sortes les secrets du village. Là. Donc, c'est ça. Puis le troisième, ça s'adresse aux plus vieux. Vous me disiez que la thématique était peut-être pas plus difficile à trouver, mais... c'est de rejoindre, ça couvre un large spectre, là, comme je vous disais, un enfant de 12-13 ans, un adolescent versus un adolescent de 15-16 ans, n'a pas nécessairement les mêmes intérêts de lecture. Donc pour moi, ça c'était un défi. J'ai travaillé beaucoup la forme aussi, le style pour essayer de captiver les jeunes. Et puis ça parle, dans le fond, c'est un jeune garçon qui va vivre de l'intimidation, va se faire tabasser et va décider de prendre la fuite dans la grande ville. Donc il va quitter où il habite et puis il va s'enfuir. Puis là, il va découvrir la jungle de la ville avec tout ce que ça peut représenter comme défi. Puis il revient à la maison avec un nouveau bagage, on va dire. C'est ça, non, c'est très, très bien. En terminant, Mme Gravel, Annie, est-ce que c'était ta première fois que tu faisais de l'écriture comme ça ou tu en as fait avant puis ça te donne un ouf pour partir, faire d'autres choses? J'écris depuis longtemps. J'écris beaucoup de théâtre. J'écris des albums jeunesse aussi. Je vous avoue qu'un défi comme ça, c'était nouveau. J'avais jamais écrit des histoires dont vous êtes le héros. Donc, c'est une autre formule. Tu as compris un petit peu Luc Dionne quand on parlait à 31. Tu disais que c'était un marathon puis c'était épuisant parce que tu avais des deadlines. Oui, c'est ça. Donc, ça doit se faire assez rapidement, avec une qualité, puis avec une cohérence surtout. Là. Donc, oui, c'est un beau défi. C'est un beau défi. Ouais. Est-ce que ces 12, on va dire ces 12 volumes,
pourrait être édité en livre ou c'est vraiment quelque chose qui va rester toujours seulement sur Internet? Est-ce que c'est des projets que vous avez? Pour l'instant, c'est sur Internet. C'est sûr que si la demande est là, ce serait peut-être quelque chose à considérer, mais on est très ouvert aux suggestions là, pour cette nouvelle édition, puis peut-être pour poursuivre l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait, comment on l'améliore. En terminant, bien, bon succès pour ton aventure, le projet du Créval. Comme vous dites tantôt, c'était quand même un beau défi, puis quand même quelque chose. On parle de 500-600, on espère qu'avec les années encore, ça va être valorisé. Puis on espère, bien, toi, vos prochains élèves qui vont rentrer au secondaire, bien, ils vont passer l'été à dire « Ah, bien, c'est peut-être la madame qu'on a vue, qui écrit, vous êtes l'auteur, vous allez devenir une vedette au niveau de la lecture et tout. » Puis je pense que c'est un très, très beau projet, puis félicitations. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Les anniversaires en ce 17 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Rita Valois, à Marie-France Courchaine, à Carmen Bergeron et à Michel Barrette. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 17 mai, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant, deuxième partie du bulletin au niveau des informations. Dans cette deuxième partie, CTRB vous présente une entrevue réalisée avec Marie-Pierre Aubuchon, la mairesse sortante de l'Île-du-Pas. On sait qu'elle ne s'est pas représentée aux élections municipales. Donc, Mme Aubuchon, qui depuis peu de temps est devenue l'attachée politique de la candidate Québec solidaire dans Berthier, Amélie Drainville. On l'écoute. Bonjour Marie-Pierre, comment ça va? Bonjour Daniel, ça va très bien. À l'automne passé, tu nous avais parlé, on a fait un bilan comme mairesse de la visitation de l'Île-du-Pas. Tu avais parlé et tout. Puis, tu avais dit que tu avais d'autres projets, qu'il y avait des choses qui s'en viendraient. Et là, je pense que le moment est maintenant on peut en parler, parce qu'on a eu, il y a environ 2 semaines, l'investiture d'Amélie Drainville. Je pense que tu as découvert quelqu'un à la visitation que tu ne connaissais pas quand tu t'es présentée comme mairesse, puis tu as fait 4 ans, là, ton mandat de 4 ans. Tu as connu une personne impliquée, je dirais pas le mot boquée, parce qu'elle m'aimera pas quand elle va arriver, quand elle va faire ça, mais elle veut dire une personne impliquée qui sait qu'est-ce qu'elle veut, qui a des objectifs, qui a des choses, et je pense que ça t'avait beaucoup rejoint. Tu sais, là, quand on parle d'environnement, des travaux que vous aviez faits, la forêt nourricière et tout, et je pense que ça t'avait beaucoup rejoint. Tu as découvert des choses avec Amélie. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, ça me fait plaisir. Merci Daniel pour cette introduction-là. Dans le fond, c'est vrai que quand le fin de mon terme en tant que mairesse arrivait, j'ai eu la chance de réfléchir, de mon implication future. Pour moi, c'était encore aujourd'hui, c'était mon motif à ce moment-là de voir à quel endroit je peux être plus utile, à quel endroit on peut arriver à avancer pour un projet de société qui est plus juste, plus respectueux de l'environnement, plus équitable. Et je pensais y trouver mon compte, en fait, à la municipalité,
Mais c'est vrai que c'est difficile. Hein? On sait que dans le milieu municipal, c'est beaucoup des gens d'une certaine génération qui sont représentés, des gens aussi qui ne voient pas la même valeur en donner du temps pour l'environnement. On pense beaucoup à les choses primaires comme l'asphaltage, mais moi, j'ai un projet plus grand que ça pour mais t'es dans l'air du temps, t'aurais dû pour les sociétés. Je crois qu'on est assez évolué en tant que communauté pour voir qu'on peut aller au-delà de ce qui est déjà là et de le maintenir. On peut se permettre d'avoir des réflexions qui vont plus loin. Puis, pour le faire, bien, ça prend des gens aussi avec qui on peut échanger. Parce qu'à un moment donné, quand on échange toute seule, puis tu sais, c'est pas... On a l'impression qu'on est toujours à contre-courant et qu'on se bat contre un mur. Mettons qu'on ferait un résumé comme ça. Oui, bien, on découvre surtout que c'est peut-être pas le bon endroit où exécuter ça, tu sais, où mettre de l'avant la vision qu'on a. Et bien, chez Québec solidaire, en fait, on en vient à Québec solidaire, c'est ça, de participer à une démarche qui est vraiment inclusive. La manière que Québec solidaire gouverne, c'est que c'est vraiment à partir des gens qui participent. Fait que des membres, des gens qui sont intéressés, qui font des lectures, qui ont des connaissances générales, qui ont leur propre connaissance de vie et qui vont dire, bien, pour un tel point, moi, en tant que citoyen, j'expérimente ça de telle manière, comment peut-on trouver une solution? Puis là, c'est vraiment une concertation au niveau local qui est ensuite revisée avec un plus grand groupe qui a fait le même exercice. Fait qu'on arrive tranquillement à mieux s'organiser et c'est vraiment représentatif des gens qui ont participé, oui, puis qui vivent dans la société, puis qui ont une vision. Mais je vais te relancer. Oui. Tu regardes aujourd'hui, il y a peut-être une jeune mairesse, là, puis tu regardes aujourd'hui, tu lis les journaux, tu sais, la présence des jeunes, de la nouvelle vision. On parlait justement d'étalement urbain, tu sais, de choses comme ça. C'est des choses qui t'auraient rejoint. Mettons, si on reporte dans le temps, si tu aurais eu ce discours-là, je pense que ça t'aurait interpellé, là, des municipalités, qu'on parle de Saint-Lin, de tout, qui dit, regarde, stop, là, on arrête de s'étaler, on essaye de trouver des solutions pour que les gens soient plus heureux dans l'environnement qu'on a. C'est un petit peu ta vision que tu veux apporter. Il y a plein d'aspects, en fait, il y a plein d'aspects à ça, mais c'est vrai de commencer à où on est et comment améliorer notre milieu de vie ici, dans notre cocon. Là, on parle beaucoup de propriété privée, puis bon, il y a des entreprises privées qui peuvent nous apporter tout plein de services, mais ces services-là ne doivent pas nécessairement seulement passer par des entreprises privées. Il y a des économies locales de partage qui sont très fonctionnelles et qui répondent de manière plus claire à c'est quoi d'être humain, c'est quoi d'être en interrelation avec notre voisin, puis avec aussi les autres êtres avec qui on partage la planète. Il ne faut pas oublier que l'humain n'est pas l'être supérieur. Non, c'est ça. On n'existe pas si on n'est pas en relation avec tous les autres éléments qui nous entourent. Ma question, qui tue. Oui. Est-ce que ça s'est discuté? Amélie n'est pas là. C'est-à-dire, c'est toi ou c'est Amélie, ou c'était clair que... Parce que là, on va dire que dans le fond, tu es le porte-parole. Tu étais en campagne avec Amélie Drainville. Non, en fait, moi, je suis attachée politique d'Amélie Drainville. C'est ça, attachée politique, c'est ça. Mais la discussion, parce que tu as eu des discussions, c'est-tu Marie-Pierre qui se présente ou c'est Amélie? Ou c'était clair au départ que c'était pour être Amélie, qui était pour être la candidate? C'est bon, ça, comme question. En fait, tu l'as dit tantôt dans l'introduction, tu sais, moi et Amélie, on s'est découvert à travers la municipalité. À ce moment-là, c'est certain que c'est moi qui avais le rôle de mairesse et Amélie déployait beaucoup l'aspect environnement et on s'est trouvé des atomes crochus là-dedans. Ça m'a beaucoup pris d'énergie et d'investissement, mon rôle en tant que mairesse à l'île du Pas durant 4 ans. Et bien, le moment était propice pour continuer dans notre duo. Parce que c'est ça qu'on a remarqué, c'est qu'ensemble, on était capable d'aller plus loin. On est capable de s'alimenter, on se complémente aussi, on se complète avec nos aptitudes. Puis, c'était complètement naturel que ça soit Amélie qui se présente comme candidate. Et c'était complètement naturel que je sois son bras droit ou son bras gauche, si on veut parler de la gauche. Donc, fait que c'est vraiment un duo qu'on fait ça. Puis,
après ça, bien, Amélie, elle a toute la connaissance de la plateforme de Québec solidaire, elle a les aptitudes pour entrer en débat, elle a les aptitudes aussi pour bien représenter les gens de notre région, mais après ça aussi les gens du Québec à l'Assemblée nationale. Donc, je lui souhaite vraiment là, de pouvoir avoir la chance d'atteindre ça parce que c'est certain que elle va bien faire ça, elle va faire ça de manière juste, tu sais, parce que ce que ça fait dans notre milieu, tu sais, quand on est une personne d'influence ou quand on est prisé pour prendre des décisions, c'est que on prend en ligne de compte bien, ce que les gens nous amènent, nos conseillers et tout. Et parfois, mais ça nous déroute de la vision qu'on a réellement. Puis, c'est pas tout le monde qui parle à voix haute, tu sais. Surtout quand on a des projets qui sont différents que ce qui est amené dans les gros médias, ce qu'on voit en publicité tout le temps. Fait que c'est pas tout le monde qui ose parler à voix haute pour ça. On l'a vu avec Catherine Dorion. Elle a bien fait. Les autres représentants de Québec solidaire, les autres députés, là, ils le font très bien. Puis je pense qu'Amélie aussi va pouvoir suivre ce courant-là, de ne pas dériver pour se dire, finalement, on va se conformer un peu quand même au statu quo parce que c'est plus facile, c'est moins exigeant, c'est moins confrontant parce que c'est vrai que c'est des luttes continues de suivre une ligne directrice. Puis j'aimerais juste dire que qu'est-ce qui me rejoint beaucoup chez Québec solidaire, puis pourquoi que j'ai accepté ce défi-là, puis j'ai envie de continuer avec Amélie Drainville et de faire la tournée cet été de la région pour aller rencontrer les personnes, voir c'est quoi les besoins, bien, les constater et de découvrir tous les belles initiatives qu'on entend peu parler pour les aider à les porter plus haut, ces voix-là. Bien, ce qui me motive, c'est que on doit avoir un idéal auquel on aspire. Oui. Si on n'a pas d'aspiration, bien, on ne commencera pas avec les démarches pour y arriver. Oui. On y arrivera peut-être pas tout de suite, puis l'aspiration finale, tu sais, elle va prendre un bout de chemin avant qu'on y arrive. Mais il faut l'avoir en ligne de mire si on veut diriger nos actions pour y arriver et de s'adapter pour pouvoir mener un projet de société qui est fort, qui est juste, qui est équitable. Donc, c'est un autre beau gros défi que tu te donnes. À date, ça va bien. Je vais te poser la question. Beaucoup d'enthousiasme, comme tu dis, tu as une très belle synergie avec Amélie et tout. Là. Mais vous travaillez fort, vous avez déjà commencé à vous promener. Puis... Oui, dans le fond, ce que je peux dire, c'est que le travail, c'est beaucoup fait en amont pour préparer là, cette année. Il y a une équipe, on appelle ça un comité de coordination ici dans Berthier. Amélie, elle a été un point focal dans cette organisation-là. Elle a vraiment ce genre de leadership-là, Amélie Drainville. Et autour d'elle se sont mobilisés des gens. Donc, on est une organisation bien structurée. Le membership qu'on a est vraiment élevé. On a vu tripler là, dans la dernière année, puisque c'est sérieux, la démarche. C'est sérieux, c'est rodé. On a quelque chose de vraiment solide, puis on voit que les gens ont envie de ça dans la région. Les gens ont envie de ça à la Velleterie, les gens ont envie de ça dans le Nord, les gens ont envie de ça aussi à Saint-Barthélemy. Donc, on va chercher à tous les coins. Puis, sans cette équipe-là, bien, ça n'aurait pas été possible. Donc, vous êtes déjà commencé en campagne. Bien, c'est pas lancé. En pré-campagne. En pré-campagne. Ouais. Tu fais le tour, c'est toi qui gères l'agenda de Oui, donc mon rôle, en fait, c'est de voir avec la candidate, de voir où on pourrait être accueilli pour aller connaître les services qui existent déjà, voir comment on peut venir en appui à ces services-là, vraiment être en mode d'écoute pour recueillir ce qui est dit sur le terrain. Amélie, c'est une femme de terrain. Et pour amener ça de manière juste après dans les moments de discussion, puis d'être inclusif, là, de aussi faire connaître qu'il y a une place pour tout le monde à Québec solidaire. Si pour vous, l'environnement est important, la justice sociale, l'équité, l'accès aux services publics,
Bien, c'est vraiment un parti qui pourrait être là pour vous. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à vous joindre au mouvement. c'est ça. Mais je te dirais, oui, puis c'est un beau défi. C'est une belle été que tu vas passer avec la chaleur avec toi, rencontrer les gens. Oui. Oui, absolument. Bon, on va te souhaiter une bonne campagne. On va souhaiter une bonne campagne à Amélie. Oui. Je sais qu'on en a parlé, mais vous savez là, que nos ondes sont toujours disponibles aussi pour plein d'entrevues. Des choses Il nous fera plaisir de retourner à venir sur la plateforme. On a plusieurs enjeux qu'on pourrait discuter. On est un parti aussi qui reconnaît la place des premiers peuples qui sont ici, avec qui on partage le territoire. Il y a des luttes qui se passent à ce moment pour protéger contre les coupes forestières, les coupes à blanc, les coupes exagérées. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça dont on pourrait discuter. Sans problème. Oui. Bon, bien, à la prochaine. Puis, félicitations pour ta nouvelle nomination. Bien oui, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Allons à la pause. À l'hôpital de Verdun, le 7 mai, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Denis Terrien, fils de feu Maurice Terrien, de feu Mignonne Lisotte, demeurant à Verdun, natif de Montréal. Il laisse dans le deuil ses sœurs, ses frères, son beau-frère, sa belle-sœur, Joanne Terrien, Carole Terrien, Alfred Cloutier, Linda Terrien, Manon Terrien, Marie-Jeanne Grégoire, René et Claude Terrien, ses neveux, sa nièce, Jean-Philippe et Jonathan Cloutier, André-Anne, Jason et Kevin Grégoire, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Après la pluie des dernières heures, il nous reste quelques gouttes à recevoir en soirée. On parle cependant de moins de 1 mm. Cette nuit, c'est nuageux avec éclaircies, 5 degrés. Mercredi matin, retour du beau soleil. Donc, on parle d'une journée généralement ensoleillée. Plein soleil en après-midi. Le mercure avoisinera les 17 degrés. Un peu de pluie possible pour jeudi. Donc, c'était votre bulletin d'information aujourd'hui, 17 mai. Alain Bellemare au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre station locale et régionale. À demain! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.